Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 27 novembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre protéiforme, difficile à classer, car il rejoint plusieurs sources. Ce livre est celui qu'a écrit Michel Patterson, et c'est également un livre de photographie, celle de Charles-Henri Debeure. Alors, je vous lis en quatrième de couverture ce qu'on y trouve. Michel Patterson est psychanalyste depuis plus de 10 ans. Il reçoit dans son cabinet des demandeurs d'asile originaires de partout dans le monde. Argentine, Brésil, Haïti, Algérie, Sierra Leone, Palestine, Afghanistan, Inde, Chine, Cambodge. Depuis 10 ans, il écoute la souffrance de ces personnes soumises à une immigration forcée. L'instant du danger livre ses réflexions sur la condition de réfugié, sur ce moment où une vie bascule. Accompagné du photographe Charles-Henri Debeure, Michel Patterson donne un visage et une voix à ces héros anonymes. Ben voilà, moi. Je ne pourrai ici vous dire, pour des raisons d'ordre supérieur, qui échappent à ma volonté, mais je vous fais la promesse de tout vous dire le moment venu. Parce que je pense aussi qu'il arrive dans la vie d'un homme qu'il doit tout dire, n'est-ce pas? Donc, je ne peux vous dire à quel point cet ouvrage m'a ému, touché. J'étais prêt à le recevoir, et les raisons pour lesquelles je ne peux vous dire à quel point cela m'a touché, ce ne sont pas que des raisons personnelles. Il y est question de quelqu'un d'autre aussi. Et je dois protéger cette personne. Donc, ce livre m'a extrêmement touché. Et j'étais préparé, en quelque sorte, à cette rencontre. Alors, j'ai écrit quelques petites notes, parce que c'est un livre protéiforme. Il est à la fois didactique, on y apprend des choses. On y apprend des choses sur les statistiques, le nombre de réfugiés dans le monde. Vous savez pas, il y a 1/2 milliard d'apatrides sur la planète. 1/2 milliard de gens qui sont considérés comme des non-êtres, des non-personnes, des apatrides. Et Michel Patterson, que j'apprends peu à peu à connaître, est à la fois un intellectuel de terrain, j'ai pu m'en rendre compte cet été, car nous avons fait quelques manifs nocturnes ensemble, avec tout le groupe, il va de soi, et aussi un homme d'écoute, car c'est un clinicien lacanien, et un intellectuel qui écoute la souffrance des autres en particulier, et la souffrance particulière de personnes qui sont dans un immense désarroi. Un intellectuel qui écoute, c'est extrêmement rare. Un intellectuel qui marche, qui est en mouvement, qui fait du terrain également, c'est aussi rare. Peut-être qu'un jour, Michel Patterson nous livrera le secret de son humanité, de cette invraisemblable capacité d'empathie que j'ai trouvée chez cet homme. En attendant, ce secret-là lui appartient. Mais c'est un homme qui m'étonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tellement je suis habitué à voir fréquenter dans ma librairie des intellectuels autistes, n'ayant pas peur des mots, qui sont rivés sur leurs recherches et pour qui rien n'existe, ou presque. Et parfois, il leur arrive à ces intellectuels-là de vivre des drames terribles, leur entourage plongeant dans une sorte de folie. Je
peux pas vous raconter certaines choses ici, mais un intellectuel qui est rivé jour et nuit à sa table de travail, il est possible que c'est tout proche en paie le prix. Alors, j'ai écrit quelques petites notes sur ce livre-là. Donc, c'est un livre. Les photos viennent scander le texte, qui est tout autant politique, philosophique, didactique. Un texte qui a des yeux, et des yeux habitués à scruter le silence, comme l'on tend l'oreille dans le noir. C'est une œuvre à deux voix, la parole de Michel Patterson et les photographies de Debord. Mais c'est simplement dire que ce livre est à la fois une rencontre philosophique, une rencontre empathique, mais qui passerait à côté de l'essentiel si l'on n'y trouvait pas ces visages. Je vais vous en montrer un passage ici. Vous voyez? Et ce qui est étonnant, c'est à la fois on y trouve des visages dans des décors dénués, comme celle-ci. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Non. Parce que la condition de réfugié, les pauvres, hein, possèdent rien. Alors c'est un peu le génie des photographies, de ces photographies-là. C'est d'avoir isolé de façon parcellaire des moments de la condition, je dirais, ontologique de ces réfugiés. Un petit détail ici, un détail là, qui résume la précarité, la fragilité. Mais il n'y a pas que de la détresse aussi. Il y a de la joie. La joie de se savoir vivant, la joie de se battre, la joie d'espérer aussi, la joie de se retrouver. C'est un magnifique livre. Alors, toujours, j'ai écrit une petite note ici. On connaît la critique de Bergson sur la photographie comme étant le lieu de l'instantané. Mais le point de vue ici du photographe, c'est que il réussit par cette instantanéité à toucher et à nous rejoindre dans notre humanité, ce qui n'est pas rien. J'ai pensé aussi beaucoup au fameux concept de l'altérité chez Lévinas, qu'un visage, ça parle trop, n'est-ce pas? Un visage qui s'ouvre ici au regard d'autrui, il y a quelque chose d'impudique, de gênant presque. Mais la qualité et la bonté, je dirais même, la bonté qui émane des commentaires de Michel Patterson nous rend tout à fait poreux à recevoir ce regard de l'autre. Alors, ces photographies qui captent l'instant d'après du danger, si je peux dire. Alors, je vous lis un petit passage pour conclure. De la vérité. L'une des questions hurlantes que doit affronter tout demandeur d'asile est celle de la vérité du récit qu'il propose aux autorités du pays où il adresse sa requête. Je fais une parenthèse ici. Oui, la vérité du récit. Parce que nous qui sommes habitués, qui avons une identité reçue dès la naissance par notre acte de citoyen, notre acte de baptême et notre acte de citoyenneté, nous avons beaucoup de difficultés à imaginer que l'on peut perdre cette identité liée à notre statut civique. Et une fois
perte survenue, les fils s'embrouillent et il devient presque impossible de retrouver le fil rouge qui tisse notre vie et qui nous amène parfois, qui amène ces réfugiés dans des situations que nous avons peine à imaginer. Et ces demandeurs d'asile-là doivent structurer ce récit pour le rendre à la fois audible et compréhensible aux autorités et surtout le rendre crédible. Ce qui est un effort d'imagination et de reconstitution dont vous n'avez pas idée, peut-être. Parce qu'à l'autre bout, il n'y a que des témoins circonspects, dont le travail est de précisément mettre en doute la validité de ce récit. Je poursuis. Son acceptation ou son refus en tant que réfugié tient à la conformité de son discours avec ce qu'on appelle des faits. Il doit en effet fournir, si ce n'est la vérité objective, du moins son apparence, et afficher une certitude absolue, voire rationnelle, c'est-à-dire claire et distincte, en utilisant toutes les preuves à sa disposition. Bref, les faits doivent se confondre avec une prétendue réalité événementielle selon la vieille thèse de la vérité-correspondance. À ce premier critère s'en ajoute un autre, celui de la vérité-cohérence, celle-ci désignant l'accord de la pensée avec les différentes assertions avancées dans le récit, exigence qui s'avère, on s'en doute, difficile à respecter chez ceux et celles qui souffrent de sévères traumatismes. Bref, le demandeur est sommé de répondre devant l'appareil idéologique d'État à au moins 2 régimes de vérité et de fournir la preuve que les faits qu'ils allèguent sont réels, ont bel et bien eu lieu, ont été vécus. Il doit être un vrai réfugié, ne pas abuser de son hôte. C'est justement là que réside le danger le plus grave, mis en exergue par l'écrivaine française d'origine algérienne, Hélène Cixous. Le réfugié est celui qui doit avoir les preuves qu'il a tout du réfugié, c'est-à-dire qu'il a bien rien, qu'il obéit aux critères qui font d'un homme un réfugié, qu'il est en danger de mort pour de bon, qu'il n'est pas un faux, un simulateur, un menteur, un imposteur, un voleur de droit, qu'il est orphelin comme il faut, qu'il est sans sol, sans patrie, sans ressources, sans secours. Voilà expliqué le mythe du réfugié menteur, dans sa brutalité déshumanisante, souvent tissée de préjugés immondes. L'aspirant réfugié, surtout s'il a été torturé, doit offrir une performance obscène en se présentant absolument nu, exposé à la mort, seule manière que sa parole ne soit pas mise en doute. Cela est réellement arrivé. Les marques en sont visibles. Je suis réellement décédé. Il n'y a aucune place à l'interprétation. Les propositions qui donnent forme à mon histoire sont en parfaite conformité logique avec la réalité. Évidemment, de nombreux demandeurs forgent des mensonges pour répondre à une nécessité vitale, sauver leur peau. Or, lorsqu'on leur reproche cet acte de langage, on semble oublier ou dénier, comme on le fait souvent avec les enfants, la dialectique entre vérité et mensonge. C'est que même lorsqu'un demandeur d'asile ment,
Il émet un mensonge dont la valeur de vérité est le faux, ce qui est tout autre chose que le mensonge. Contrairement à ce que soutiendrait une théorie simpliste de la communication, mentir n'équivaut pas à communiquer des informations fausses, mais plutôt à dire quelque chose de faux, ce qui n'invalide nullement le privilège du vrai, lequel vient de ce qu'il suffit que je dise ce que je dis pour que cela soit vrai. Parler, c'est donc toujours dire le vrai. Même si je profère des énoncés faux, c'est une question de pure logique. La vérité ne saurait donc se réduire à une adéquation à une réalité objective, nécessairement très limitée, mais se déployer et être entendu en rapport avec l'imaginaire du demandeur et avec les systèmes symboliques, mythes, religions, lois, etc., qui articulent la société d'où il vient. Avant d'être jugé puis mis à mort, Jésus, interrogé par Pilate, souligne à quel point leur discours ne saurait se rejoindre, puisqu'ils se déploient en regard de nombre de mondes infiniment différents. Il est bien et bien roi, sauf que d'un royaume qui n'est pas d'ici, et d'ajouter « Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre hommage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Prisonnier de la confusion entre vérité et réalité dénoncée par Platon, le gouverneur romain ne trouve rien à redire à ce témoignage et lui demande « Qu'est-ce que la vérité ?» Le Fils de Dieu qui avait déjà déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ne répond pas, puisque la vérité dont il ne parle n'est pas celle des hommes. Loin d'en appeler à la belle âme, son silence traduit effectivement la position souveraine du sujet, prêtant sa voix ce qui le fonde. Moi, la vérité, je parle. Pour Jésus, comme pour le psychanalyste, la vérité n'est pas relative, n'est pas non plus un oméga, mais l'alpha du symptôme, l'ouverture d'un chemin qui se dira dans et par le langage et des actes. Alors, inutile de vous dire que ce livre m'a infiniment plu et m'a rejoint dans toutes sortes de zones d'ombre de ma propre psyché. Alors, je vous le recommande avec chaleur et je vous le remontre à l'écran. L'instant du danger, des photographies de Charles-Henri Debeure, un texte de Michel Peterson que je salue ici amicalement. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez devenir un ami lisant ou un ami litant, c'est selon, en vous joignant ou en allant la visiter, ma page Facebook. D'ailleurs, je tiens à rappeler que je regarde tout ce que vous mettez. Je ne lis pas tout, mais je regarde tout ce que vous mettez. Et évidemment, bon, les vidéos, je ne les regarde pas tous. Hein. Notre temps imparti sur cette terre étant limité, j'ai coupé dans un paquet d'affaires. Je ne regarde plus jamais la télévision. Je ne regarde même plus de films pour pouvoir m'adonner à mes activités Internet. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.